Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est un ancien chef d'état-major des armées. Et auteur d'un livre intitulé Paroles d'honneur chez Fayard. Bonjour, général Pierre de Villiers. Bonjour Sonia Mabrouk. On va longuement parler de ce livre adressé à la jeunesse. Ça va faire du bien aussi. C'est un véritable pari sur la jeunesse que vous faites. Mais tout d'abord, général, l'actualité. Sur le front ukrainien, après le retour de Kherson dans le giron de l'Ukraine, le président Zelensky accuse l'armée russe d'atrocités et de crimes de guerre. Des crimes de guerre, général, vous croyez qu'un jour, Poutine en répondra comme certains l'exigent en voulant le juger? Vous croyez que c'est possible, vraiment? La guerre est atroce. J'ai bien connu des théâtres de guerre dans mon parcours militaire. Et c'est vrai que dans nos sociétés très protégées dans lesquelles nous vivons, la guerre est une aberration. Incontestablement, cette guerre est terrible, elle est très dure. On appelle ça une guerre de haute intensité parce que l'artillerie mitraille, les missiles de croisière, les bombardements aériens, ça tire aussi depuis les bateaux, ça tire de partout. Et les morts et les blessés sont très nombreux. On n'est pas du tout dans des échelles imaginables, raisonnables. Et il faudra certainement ensuite tirer les leçons de cette guerre où manifestement les conventions de Genève et le droit de la guerre est peu respecté. Vous continuez à penser que cette guerre n'est pas la nôtre? Je crois que l'Europe n'a pas du tout intérêt à ce que cette guerre se prolonge. Bien sûr, il faut soutenir les Ukrainiens. Il y a un attaquant et des attaqués. Et la reprise de Kherson sur ce plan est un bon signe. Mais nous n'avons pas intérêt à ce que cette guerre se prolonge entre deux peuples slaves, entre deux pays qui étaient amis il y a encore quelques années. Et je crois que l'intérêt de l'Europe, c'est d'essayer de mettre tout le monde autour de la table pour retrouver le chemin de la paix. Ça sera difficile. Il ne faut pas que ce soit une paix évidemment munichoise, mais il faut que le plus vite possible, les deux parties prenantes puissent se mettre autour de la table. Vous parlez, général de Villiers, de l'intérêt de l'Europe. Selon vous, quelle est la plus grande menace existentielle et même civilisationnelle pour l'Europe et même plus largement pour l'Occident aujourd'hui? Ben c'est ce qui m'inquiète dans le conflit actuellement entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'on est passé d'un conflit régional, voire très local, à un conflit entre l'Occident et la Russie. Et quand une guerre s'élargit, on ne sait pas très bien comment ça peut se terminer. C'est mon expérience qui me dit ça, c'est mon expérience historique et puis ce que j'ai vécu dans les différents conflits dans lesquels j'ai été engagé. Donc, plus on arrive à maîtriser ce conflit, à le localiser pour arriver vers la paix, mieux ce sera et le plus rapidement possible. C'est vrai que notre Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, semble un peu aux abonnés absents dans ce conflit. Il y a ces guerres de haute intensité, général Pierre de Villiers, et puis il y a la guerre qui nous est déclarée, c'est le terrorisme islamiste. Nous sommes le 14 novembre. Hier, c'était les commémorations des attentats du 13 novembre 2015. Plus largement, vous vous êtes exprimé sur le terrorisme islamiste après la décapitation de Samuel Paty, appelant à l'époque, dans une tribune très, très vive, à passer des paroles aux actes. Est-ce que le sursaut a eu lieu selon vous? Alors, la barbarie va continuer parce que l'islam radical, le terrorisme islamiste radical, c'est une idéologie qui vise à ériger la barbarie, non pas en moyen, mais en fin, et à éradiquer l'organisation de nos sociétés occidentales. Ce combat continuera. Il est mondial, il est transnational, transrégional. Et nous avons pris notre part. J'étais chef d'état-major, vous avez raison. Lors de toute ce chapelet d'attentats, depuis le 7 janvier 2015 jusqu'au Bataclan, dont nous avons fêté l'anniversaire. Et tous les 13 novembre, comme je me réveille le matin, j'ai ces souvenirs en moi, dans mes tripes, de cet attentat meurtrier, avec les blessés qui resteront blessés à jamais jusqu'à la fin de leur vie. Donc
Je crois que le combat continue et qu'il faut poursuivre cette lutte à la fois à l'extérieur du territoire, mais aussi sur notre propre territoire. Mais comment on combat contre le terrorisme islamiste? Est-ce que les armes suffisent? Durant de nombreuses années, vous, général, vous avez participé à ce combat contre le terrorisme islamiste. Mais est-ce qu'on le combat? Est-ce qu'on combat une idéologie avec des armes? Est-ce qu'on peut vaincre une idéologie avec des armes? C'est pas ou, c'est et. Il faut le combattre par toutes les armes. Et le livre que j'ai écrit, Parole d'honneur, est une modeste arme supplémentaire pour convaincre les jeunes d'éviter de tomber dans ces idéologies si tentantes aujourd'hui pour certains jeunes qui sont déstructurés. Vous voyez, l'écriture, écrire c'est déjà agir, disait Mauriac, mais l'écriture c'est aussi une façon de combattre. Ce sont des lettres à la jeunesse, Général de Villiers. C'est un monde de défis qui attend les plus jeunes d'entre nous et auquel vous vous adressez dans ce livre. C'est un pari aussi que vous faites sur la jeunesse que vous connaissez bien, évidemment, à travers l'armée. Vous n'avez côtoyé que la jeunesse dans l'armée. Il a fallu que je quitte l'armée pour m'apercevoir que finalement, plus de 50% des militaires avaient moins de 30 ans et que l'armée est une institution très jeune dans une société très vieillissante. Et donc, j'ai été marqué par ces 43 années. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, il faut axer ton action vers la jeunesse parce que c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de la France et que parfois, on ne sait pas suffisamment parler aux jeunes. Les jeunes ont leurs caractéristiques propres. Vous savez, ils ne sont plus comme nous, ils sont encore comme nous. Chaque génération a ses caractéristiques. Mais il faut savoir les guider avec fermeté. Je trouve que nous manquons de fermeté avec la jeunesse, mais aussi avec humanité. Nous manquons d'amour vis-à-vis de notre jeunesse. Les guider, dites-vous, vers la cohésion nationale. À ce sujet, c'est une question essentielle. Est-ce que nous sommes en France, Général de Villiers, en Occident, armés moralement pour une guerre? Je ne parle pas en termes de moyens. On sait que vous pensez que nous manquons de moyens si on devait faire face à une guerre de haute intensité, mais en termes de capacité morale et de sens de la cohésion nationale, sommes-nous suffisamment armés? Vous avez raison, c'est une question qu'il faut se poser. Et s'il advenait que la France soit dans la situation de l'Ukraine aujourd'hui, que se passerait-il? Est-ce que les Français seraient capables de résister, de prendre les armes pour défendre leur patrie, la terre des pères, pour défendre leur drapeau, nos trois couleurs? La question se pose. Et la France est très fracturée. Je trouve que le livre L'archipel français est un tournant sur ce plan. Il pose bien toutes ces fractures sociales, fractures économiques, fractures territoriales, fractures générationnelles. Et ce sont toutes ces fractures qu'il faut à tout prix soigner aujourd'hui. Mon livre est une petite pierre à l'édifice parce que je crois, moi, à l'unité, je crois à la réconciliation. Vous savez, j'ai été fabriqué comme ça. L'armée, on prend les gens qu'on nous donne et on les emmène, si nécessaire, jusqu'au sacrifice suprême. Mais ça ne se décrète pas, la cohésion nationale et le sens de servir. Général, vous avez d'ailleurs consacré un autre livre à ça, à servir. Comment justement on insuffle cela? Par tout un tas de mesures, mais avec une vraie stratégie. La stratégie, c'est l'amour de la France, l'amour du drapeau, la fierté de notre pays. La construction progressive dans l'éducation de nos jeunes sur l'amour de notre pays, cette communauté d'hommes et de femmes qui vivent sur un territoire avec des valeurs communes, une culture, une langue commune, une histoire commune, une géographie. Alors moi, je suis fier de notre pays, j'essaie de transmettre cette fierté. Certains émettent des craintes, voire même des angoisses. Et là, je fais écho à l'actualité. L'Europe fait face à d'importants afflux de migrants, Général de Villiers, de clandestins. Le navire Ocean Viking a suscité de vifs débats entre ceux qui mettent en avant le devoir d'humanité et ceux qui exigent de la fermeté face à un afflux de migrants. Quelle est votre position? Oui, on est... À chaque fois qu'il y a un bateau de ce type, on est dans cette problématique où il n'y a que des mauvaises solutions. Donc, il faut monter d'un niveau la réflexion et passer à l'action. Le niveau de réflexion, c'est que si on se projette dans l'avenir, prenons le cas de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. En 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique, dont plus de la moitié auront moins de 25 ans. Avec, si on prend le cas du Niger, qui est un pays que je connais bien, j'en parlais souvent avec mon ancien homologue nigérien qui était à Saint-Cyr avec moi,
7 enfants par femme en moyenne, un des pays les plus pauvres du monde. Il me disait, Pierre, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ils viendront vers le nord, ils n'ont pas d'autre solution pour survivre, pas pour vivre, pour survivre. Donc il est temps de traiter ce sujet des migrations massives que l'on repousse devant nous et qui fragilisent nos démocraties européennes. Pourquoi est-ce que ça les fragilise, Général ? Mais parce que on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il y a une fermeté nécessaire, il y a des lois à faire respecter de manière ferme et on ne peut pas laisser des gens venir en France et les traiter dans la misère, dans la pauvreté la plus extrême. Je ne sais pas si vous passez de temps en temps porte de la Chapelle, mais c'est humainement inadmissible. Donc ceux qui en appellent au devoir d'humanité, vous dites que ce n'est pas la vraie humanité quand on accueille ainsi. Je dis que ce n'est pas quand ils sont en France que se pose le problème de l'humanité. Il faut le traiter en amont avec une vraie réflexion stratégique, ce qui suppose une vraie politique de développement de tous ces pays pour que les populations aient de quoi vivre dignement dans leur pays, et puis une vraie fermeté, notamment avec les passeurs. Je veux dire, les passeurs qui finalement vivent sur le dos de ces pauvres gens qui traversent des milliers de kilomètres dans des conditions terribles au plan humain et qui finalement s'aperçoivent en arrivant dans les pays européens que le bonheur promis n'est pas là. Il faut arrêter cette mécanique. Gérard Collomb a fait une déclaration hier, je souscris tout à fait à son analyse. Il faut prendre des décisions maintenant et agir avec fermeté et humanité. Fermeté et humanité, j'ajoute vision, c'est ce qui transparaît aussi dans votre livre. Vision, quand en 2017 vous avez démissionné, Général, parce que vous considériez que le monde était de plus en plus dangereux, instable et que nous n'étions pas suffisamment armés. Alors aujourd'hui, est-ce que les Français sont protégés à la hauteur des menaces actuelles ? C'est la question qui m'a fait démissionner en 2017 parce que je sentais bien monter les 2 lignes de conflictualité, le terrorisme islamiste radical, j'y avais été directement confronté, qui est une idéologie qui va durer, nous en avons parlé, et le retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires, qui ont une stratégie de long terme et qui veulent la construire. Quand nous, nos démocraties, nous savourions les délices des dividendes de la paix depuis 1989, la fin du monde bipolaire, et cette différence entre nos efforts de défense qui baissaient dans un monde de plus en plus instable et ces États-puissances qui réarmaient m'inquiétait. On le voyait avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Iran, bien sûr. Et moi, je pensais qu'il fallait un effort de défense conséquent. Je prends acte de cet effort de défense qui, de mon point de vue, n'a pas été encore suffisant. Et nous sommes maintenant au pied du mur. Mais qui a une vision à long terme extrêmement dangereux. Qui a la vision de long terme sur le modèle d'armée qu'il faut pour nous protéger ? Je crois que le modèle d'armée pour nous protéger, il est facile à évaluer en partant des menaces, en déterminant les missions et ensuite en déterminant les moyens. La mauvaise technique que nous utilisons depuis des décennies, c'est de commencer par l'évaluation des moyens budgétaires et avec cette enveloppe, faites au mieux. Non, c'est pas comme ça qu'on protège la France et les Français. On dit, pour être protégé face aux menaces, voilà les missions qu'on va confier, le contrat opérationnel aux armées, et pour ce faire, voilà les moyens dont vous disposerez. Encore faut-il que la technostructure ne domine pas tout, alors. Écoutez, je suis un peu étonné par le fait que nous entrons dans une économie de guerre. Le président l'a dit, il a raison, face à cette instabilité mondiale. Mais économie de guerre égale procédure de guerre. La technostructure doit se plier au fait que nous ne sommes plus totalement dans une paix qui fasse que les procédures administratives l'emportent sur la rigueur des temps et l'urgence des temps. Général de Villiers, on va conclure. Vous êtes un féru d'histoire. Quelle est la leçon de l'histoire la plus importante à vos yeux qu'on devrait retenir et qu'il faudrait surtout ne pas oublier aujourd'hui, qu'il faudrait se remémorer d'urgence ? La leçon de l'histoire, c'est que quand on dirige, il faut anticiper. C'est ça la clé. On gère les affaires courantes, certes, mais on doit anticiper. Regardez le somnambulisme de 14, la myopie de 39, et je ne voudrais pas que nous ayons loupé une marche par rapport à la situation et l'instabilité. Qui peut me dire aujourd'hui
vers où nous allons dans cette instabilité grandissante, vers où va ce monde, vers où notre pays va être emmené. Il faut anticiper. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ce que vous dites justement à la jeunesse dans ce livre Parole d'honneur, chose vue chez Fayard. Merci Général Pierre de Villiers. Merci Sonia Mabrouk. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos À vous auditeurs. aussi.